Bonjour, je suis Sylviane Gastaldo, je suis une économiste dans l'administration et j'essaye de rester en contact avec les économistes chercheurs au travers, par exemple, de l'enseignement supérieur ou de l'économie de l'environnement que j'ai beaucoup fréquenté. Actuellement, je suis directrice du programme de l'évaluation des investissements publics au CGI, c'est-à-dire au Commissariat général à l'investissement. Alors, pour comprendre ce que fait le CGI, c'est un service du Premier ministre qui est chargé d'organiser une contre-expertise indépendante des évaluations socio-économiques des projets d'investissement, du moins des projets les plus coûteux, puisque l'évaluation socio-économique des projets d'investissement est dorénavant une obligation instaurée par une loi fin 2012. Depuis 4 ans que ce programme a été créé au CGI, nous avons réalisé 50 contre-expertises indépendantes qui portent sur environ 45 milliards d'euros. Et pour vous situer les choses, les projets d'investissement immobilier sont les plus fréquents, mais pas forcément les plus coûteux. Les projets d'infrastructure de transport, eux, se comptent en milliards, alors que le montant médian d'un investissement hospitalier est plutôt de 175 millions d'euros. Je voudrais maintenant vous parler de ce que l'on met dans un dossier d'évaluation socio-économique. Dans un dossier d'évaluation socio-économique hospitalier, en fait, on combine au moins 3 spécialités, ce qui explique qu'en contre-expertise, on utilise 3 types de compétences différentes pour examiner un dossier. La première compétence qu'on mobilise, c'est une compétence sur l'offre de soins. En effet, dans un projet d'investissement immobilier, ce qu'on va regarder, c'est l'état de l'offre territoriale de soins et la démographie de la population environnante pour essayer de se projeter et de faire des projections d'activité raisonnables et raisonnées pour le futur établissement ou le futur bâtiment. Évidemment, de ces projections d'activité, on peut en découler un dimensionnement en lit et en place raisonnable pour l'hôpital. La deuxième compétence qu'on mobilise pour évaluer ces dossiers, pour examiner un dossier d'évaluation, c'est une compétence d'un ingénieur technicien qui va regarder le programme immobilier et vérifier qu'il est correct, vérifier avec des outils, puisque l'ANAP, l'Agence nationale d'appui à la performance des hôpitaux, a sorti des référentiels sur les surfaces raisonnables en fonction des pièces et des activités. Vous voyez donc qu'à travers ces 2 compétences-là, on croise une vérification du dimensionnement de l'hôpital en lit et en place et une vérification des surfaces et mécaniquement des coûts de construction. On ne s'arrête pas là. L'idée, c'est non seulement de vérifier qu'on construit quelque chose de bien, mais d'aller un peu plus loin dans la projection et de regarder ce qui va se passer du point de vue des finances de l'hôpital. Et donc, on utilise une 3e compétence financière pour examiner les projections qui sont faites. Et dans ces projections, on essaye de voir si les gains consécutifs les gains consécutifs à l'investissement vont permettre de compenser le coût du projet. Alors, quels sont les gains qu'on peut chercher? Et je parle ici de gains financiers pour l'hôpital. Évidemment, le porteur de projet a souvent envie de nous parler des recettes supplémentaires qui vont arriver du fait d'une attractivité supplémentaire de l'établissement. Mais il faut raison garder, il peut y avoir un effet d'attractivité, mais il reste de la concurrence et les patients sont libres de choisir l'établissement dans lequel ils se rendent. Deuxième aspect qu'on regarde et qu'on regarde beaucoup plus, c'est comment la nouvelle organisation spatiale va permettre de réorganiser les activités. Et il y a des gains extrêmement importants du fait de l'optimisation de la taille des unités de soins, par exemple, ou du fait de rassembler tous les blocs opératoires sur un seul plateau technique. Donc, il y a derrière un projet d'investissement immobilier, s'il est bien conçu, une réorganisation forte dans l'hôpital et ses pôles de façon à être plus efficace. Et au passage, évidemment,
on vérifie que la part qui est donnée à l'ambulatoire, et donc l'organisation du circuit ambulatoire, est bien conçue. Quelles sont les marges de progrès? Puisque ce que je viens de vous décrire, c'est ce qu'il y a dans un dossier, ce qu'on va contre-expertiser. Ce sont donc les aspects offre de soins, dimensionnement, aspect immobilier technique et aspect financier. Pour un économiste, ce n'est pas encore une analyse coût-bénéfice complète. Donc les marges de progrès, elles vont essentiellement dans deux directions. Première chose importante, une évaluation socio-économique, c'est regarder l'intérêt du projet et les effets du projet sur l'ensemble des acteurs. Dans tout ce que je viens de vous dire initialement, on regardait ce qui allait se passer sur les finances de l'hôpital, sur l'organisation de l'hôpital. Or, l'économiste, lorsqu'il regarde un projet d'investissement, il cherche à regarder l'effet du projet, non seulement sur les finances de l'hôpital, bien sûr, mais aussi sur les finances de l'assurance maladie, sur le bien-être des patients et même sur le personnel médical et non médical. Donc, vision plus large, il faut regarder les effets et pas forcément uniquement les effets financiers du projet. Deuxième chose extrêmement importante, en économie, on attribue à un projet uniquement ce qui relève réellement du projet. Et donc, il y a une question délicate qui consiste à raconter ce qui se passerait si on ne faisait pas le projet. Et il n'y a que la différence entre ce qui se passerait si on ne fait pas le projet et ce qui se passe si on fait le projet qui est comptabilisé pour le projet. Et donc, il est très important de comprendre ce que l'on pourrait faire, ce qui se passerait si on restait dans le bâtiment existant, avec ses difficultés, son organisation spatiale parfois pas très optimisée. Donc, en économie, d'une certaine façon, je suis en train de vous dire qu'on compare le coût du nouveau bâtiment au coût du bâtiment et des travaux qu'il aurait fallu faire pour rester dans l'ancien bâtiment. Et donc, on ne compte pas la totalité de la dépense, on compte uniquement cet écart. Même chose pour les bénéfices. Quand on regarde les effets bénéfiques pour les patients, pour le personnel médical, pour les riverains, on va s'intéresser à la différence entre le projet et ce qui se serait passé si on n'avait pas fait le projet. Et donc, ces deux dimensions-là, on voit bien qu'il faut qu'elles soient travaillées un petit peu plus pour qu'ensuite on puisse aller jusqu'au bout d'une analyse coût-bénéfice sur chaque projet d'investissement hospitalier. Merci.